Alors, dans ce deuxième temps, on voulait, enfin, c'était aussi une partie importante de cette journée. On voulait revenir sur le projet Morpheus et puis débattre un peu ensemble avec Alain Crave et Laetitia Citeau. Mais on voulait aussi rebondir, aller de l'avant et explorer des choses qu'on n'avait pas abordées encore autour des formations actuelles des techniciens rivières, puisque finalement, et c'est ce qui est ressorti ce matin aussi, voilà, on est, j'allais dire, non, mais je peux pas utiliser cette expression, mais les techniciens, surtout si c'est enregistré, les techniciens rivières, voilà, sont un peu balancés entre l'expertise technique, l'expertise réglementaire, et puis d'autres enjeux. On a parlé d'animation de projet, conduite de projet, attente de la société. Et moi, la question que je me suis rapidement posée, c'est bon, c'est super de leur dire de s'ouvrir à toute cette diversité de thématiques, mais comment on fait concrètement, quoi? À la fin, est-ce qu'ils vont pas se perdre? Et mon réflexe a été de me demander comment ils étaient formés, euh, et comment ils étaient formés aujourd'hui, et est-ce qu'il y avait aussi des évolutions dans les formations? Est-ce qu'on pouvait voir ces évolutions, notamment dans la prise en compte de la conduite de projet ou l'approche, moi je dirais, des sciences humaines et sociales, même si c'est un peu trop vague, il faut que ce soit sans doute plus opérationnel. Donc j'ai donc j'ai contacté quelques centres de formation qui, vous les voyez à l'écran, euh, et je leur ai proposé d'intervenir pour, à l'origine, de venir, et puis on devait prendre davantage le temps. Finalement, ce sera plus restreint, mais c'est quand même bien de le faire. Et donc de nous présenter, voilà, comment, déjà, quelles étaient leurs formations. Je me suis dit que même pour les techniciens rivières d'aujourd'hui, qui sont pas tous, qui sortent pas tous, qui sont pas sortis l'an dernier de leur formation, ça sera intéressant pour eux de voir comment les formations ont évolué, et puis ça sera intéressant pour nous tous de pouvoir discuter de ça. Donc, je laisse la parole aux intervenants et intervenantes qui sont annoncés ici, qui font tous qui vont présenter leur centre de formation et puis un peu le contenu de ces formations en lien avec les questions que j'ai annoncées, avec également Luc Aquilina, qui n'est pas membre d'un centre de formation technicien rivière, mais qu'on voulait aussi associer parce qu'il déploie quand même un gros projet de formation sur les sciences de l'eau à Rennes, et on trouvait ça vraiment intéressant de l'avoir également. Donc merci à tous les quatre d'être là. Il y avait un ordre finalement. On commençait, c'est Patricia peut-être? C'est ça, je crois, en 65. Merci Patricia Lozier. On voit très bien à l'écran. Ah non, on voyait un petit peu mieux juste avant. Patricia, il faut allumer votre micro. Oui, c'est juste que je mettais le micro. Voilà, j'y suis. Okay. Et maintenant, je relance donc le diaporama en plein écran. écran. Bien, ouais. Voilà. Comme ça, c'est bien? Ouais, merci. Merci. Donc, Patricia Lozier, donc, je suis responsable de cette formation depuis un peu plus d'une dizaine d'années. C'est une formation, elle, qui a une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, mais qui a bien sûr beaucoup évolué. Donc, je vais vous présenter un peu cette évolution parce que je pense que ça reprend aussi le contenu et notamment les questions qu'on s'est posées sur le métier en lui-même. Du coup, donc c'est le CFPPA des Hautes-Pyrénées, c'est un centre de formation agricole sur lequel on a des formations en apprentissage, en formation continue aussi. Donc, on appelle formation continue la formation d'adultes qui ont parfois fait d'autres choses avant dans leur vie et qui reviennent sur certains métiers. On a trois secteurs principaux, donc le secteur agricole, le secteur paysager et forestier, avec donc des différentes certifications. La certification de technicien de rivière vient à part, de même que celle de berger vacher transhumant, que vous pouvez voir là, puisque ce sont des certifications dont on porte le référentiel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des diplômes nationaux, mais des certifications dont on a construit en fait entièrement le référentiel et dont on a la responsabilité donc de proposer. Une petite carte sur les Hautes-Pyrénées, puisque vous êtes quand même assez loin, vous n'avez peut-être pas forcément cette géographie en tête. Donc, nous sommes donc sur la chaîne des Hautes-Pyrénées, donc avec un département en grande partie montagnarde, avec ce fleuve Adour qui est de 300 km à peu près, qui part donc du fameux col du Tourmalet
et qui traverse le département pour ensuite partir vers les Anglettes et Cabreton, plus vers Anglettes, voilà. Donc, la formation peut s'appuyer sur des écologies de rivières très différentes entre des rivières torrentielles et des rivières de plaine. On a cet avantage sur cette zone géographique de bénéficier de cours d'eau très différents. Voilà, donc c'est une certification à la nouvelle nomenclature qui est de niveau 5, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un niveau Bac+2. Qui a été donc enregistré au RNCP. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus. C'est le répertoire national de la certification professionnelle qui, après la loi de la réforme de la formation professionnelle depuis 2018, gère tous les diplômes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes organisme certificateur. Nous avons une quinzaine de places qui sont financées par la région, puisque ce sont des formations qui sont accessibles pour les demandeurs d'emploi et donc financées par un système par la région Occitanie. Donc, qui dit financé, il ne dit pas rémunération. Certains demandeurs d'emploi bénéficient d'aides et peuvent ainsi avoir aussi une rémunération. On a également développé, on est en train de développer certains modules pour avoir puisqu'on a de plus en plus de demandes de personnes qui ont déjà leur propre formation. Moi, j'ai été contactée par plusieurs personnes de master même, mais qui ne trouvent pas de travail et qui ont main de terrain. Et donc, à qui on propose quelques modules et ça leur permet aussi de faire un stage de plus longue durée pour pouvoir mieux s'insérer après dans la filière. Donc, on a ce volet un peu à distance qu'on nous demande aussi de développer. Ce que je peux préciser, c'est que c'est vrai que la réforme de la formation professionnelle, certains le savent, chamboule un peu nos pratiques et pose des exigences assez nouvelles dans le fonctionnement de nos centres. Donc, quand je disais de niveau 5, c'est vrai que c'est accessible donc après un BTS. Alors, c'est sûr que la voie, on va dire, on a pas mal de BTS GPN, gestion protection de la nature, GEMO, gestion maîtrise de l'eau, mais, et c'est ça qui est intéressant, on a aussi vraiment moult parcours, à savoir que c'est aussi des personnes qui ont déjà travaillé, donc on a eu des géographes, des juristes, voilà, des profils très variés qui font que ces classes aussi, entre elles, favorisent cette multi-compétence. Et je crois que voilà, enfin, j'ai vu, vous disiez ce matin, que tout le monde est sensible à cet aspect compétence très transversale et très variée du technicien de rivière. Donc, ces provenances de stagiaires qui ont eu des métiers très différents apportent une richesse aussi à notre formation. Alors, juste un petit peu pour mettre en parallèle l'évolution de notre formation depuis 20 ans, qui s'est fait bien sûr en suivant un peu aussi l'évolution de la loi sur l'eau. Je vous dis, elle a 20 ans, mais 20 ans de la formation, elle s'appelait garde-rivière, parce que c'était un métier, effectivement, qui était de bien sortir un arbre de la rivière, aller procéder à des enlèvements d'embâcles, de nettoyage, on va dire, mais aussi avec un volet piscicole. Donc, à cette époque, c'était sur un métier très terrain et qui était à l'époque, on était à un niveau bac. Donc, on avait les personnes qui arrivaient devaient avoir un niveau bac. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, pardon, j'habite à côté d'un clocher et donc vous avez peut-être la cloche qui gêne un peu. Du coup, oui, quand je parlais d'un niveau 5, en fait, on ne donne pas de niveau supplémentaire. C'est une spécialité. Donc, les gens arrivent avec un niveau Bac+2. C'est une spécialité. Ils n'ont pas le niveau Bac+3. Les personnes ne sortent pas avec un niveau licence. Donc, pour revenir à l'évolution, on était à un niveau bac, donc clairement sur la dénomination garde-rivière, garde-pêche aussi. On pouvait trouver à cette époque cette dénomination. Une grosse évolution a été donc l'appellation technicien de rivière en 2003 et surtout en 2010 et 2012 où là, on a pu évoluer vers incorporer en fait tout le volet hydromorphologie. Moi, je suis arrivée à peu près sur la formation 2005. J'avais un parcours aussi, un DESS espace rural environnement à Dijon. J'avais travaillé un peu sur un bureau d'études aussi, sur des IBGN, donc les indices biotiques
qui calcule en fait un indice rivière à partir de la qualité et de la faune, notamment des insectes. Et j'avais apporté donc à cette époque-là sur la formation toutes les notions d'hydromorphologie, mais aussi, donc très technique, mais aussi le SIG, hein, qui devient un peu incontournable, c'est-à-dire tout ce qui est la cartographie assistée par ordinateur. C'est à ce moment-là aussi qu'on s'est emparé vraiment du fonctionnement des collectivités territoriales et avec un volet aussi sécurité chantier. À cette époque, on cherchait en fait déjà à être connu à Bac+2, mais on était bloqué pour des raisons administratives. On a pu l'obtenir qu'en 2015, où on est passé donc à cette dernière version avec l'enregistrement au RNCP sous la dénomination technicien rivière GEMAPI de niveau 5. Et on a à ce moment-là intégré bien sûr la fameuse compétence GEMAPI, où on a retravaillé le référentiel avec un volet protection des inondations et surtout démarche de concertation, mais j'y reviendrai. On est aujourd'hui en renouvellement de cette habilitation et du coup, on est en train de reconstruire, c'est ce que je fais, j'ai une réunion demain pour ça. Donc, le référentiel, en fait, est en pleine reconstruction. Juste pas pour les citer, mais pour un petit aperçu effectivement d'un métier très vaste finalement. Quand j'ai dans ce travail de référentiel, j'ai fait tout un travail d'épluchage, on va dire, de toutes les fiches de poste. Et c'est vrai qu'on trouve des dénominations très très vastes qui se, et je trouve c'est beaucoup élargi aussi ces derniers temps. Hein, ça va de alors guide de rivière qu'on trouve encore un petit peu, moins quand même, au terme médiateur, qui est très important. On arrive après dans des dénominations d'animateurs, hein, bassin versant, d'animateurs contrat de rivière. Vous voyez qu'entre animateur et technicien, on trouve les deux. Effectivement, on revient à cette dualité dont on parlait tout à l'heure. Quand on arrive sur les chargés d'études, alors là, c'est un volet particulier qui était demandé, pisciculture. Si notre formation se situe entre deux, je dirais presque deux responsabilités de métier. On en a un petit peu parlé ce matin, mais on a peut-être plus abordé l'aspect de métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les fiches de poste, on demande des bac 3, mais minimum, et de plus en plus bac+5, donc sortant avec un master. Je pense qu'on est plus sur un chargé d'études, chargé de mission, sur un niveau bac+5, et que nous, on reste plutôt technicien de rivière. Mais certains vont quand même, on a certains techniciens de rivière qui, sortis de notre formation, après quelques années, ont pu intégrer un poste de chargé de mission. Donc, on voit aussi qu'il y a technicien rivière, finalement, recouvre aussi presque plusieurs métiers. C'est ce que je peux constater aujourd'hui. Donc, le référentiel qu'on est en train de reconstruire et qui s'adapte nous a demandé un gros travail à partir de ce qui est imposé aussi à partir de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, à savoir de modulariser nos formations. On nous demande aussi que les personnes puissent venir chercher un des modules. Et c'est un peu ces perspectives qui sont demandées dans la formation. Comment on a procédé pour revoir un peu ce référentiel? Il s'agit de créer un référentiel d'activités, donc toutes les activités que font le technicien de rivière, un référentiel de compétences, quelles sont les compétences qu'on va acquérir au technicien rivière, et enfin un référentiel d'évaluation, j'en parlerai pas là. Le dernier référentiel en date, c'est celui que vous aviez mis d'ailleurs dans le dossier Morpheus, qui est au RNCP encore actuellement, qu'on avait construit donc en 2015. Présente en fait un métier qui est très pluridisciplinaire, avec en gros un volet technique qui peut aller de relevé de terrain, mais avec aussi le volet numérique, donc les SIG. Un volet gestion très administratif, hein, on a parlé tout à l'heure de dimension politique, effectivement, et puis un volet d'animation et donc de mobilisation d'outils d'animation. Et qui donc un métier qui exige des compétences très diverses. Ici, je vous ai juste mentionné, alors s'il y en a qui veulent le référentiel, je pourrais le transmettre, hein. J'ai pris des extraits. Ici, j'ai extrait notamment les savoir-faire et qualités personnelles qui me semblent assez bien ce dont on a parlé ce matin, hein, à savoir la médiation, les gestions de conflits. Donc, dans la reconstruction de notre référentiel, on s'est beaucoup emparé de cette dimension socio-territoriale.
avec un travail en équipe, en réseau, etc. Le référentiel repose sur donc la description du métier, la définition. En fait, j'ai fait apparaître là en rouge ce qui relevait de notre thématique socio-territoriale. Et vous voyez qu'on a bien précisé qu'il constitue un relais entre les partenaires institutionnels et financiers et les élus locaux, les usagers, les riverains. Et donc, bien sûr, participe à l'élaboration de la manœuvre d'un programme de gestion et qu'il propose, ce terme de propose, j'ai souligné parce qu'effectivement, ce n'est pas lui qui va décider. La décision, et ça, je le fais vraiment très tôt, j'insiste beaucoup auprès des stagiaires là-dessus, ce sont des conseillers. Ce n'est pas, la décision ne leur revient pas, d'où derrière tout ce volet concertation et sensibilisation. Donc, après avoir décrit en fait le métier, on construit un référentiel d'activité où on liste un peu toutes les activités que fait un technicien de rivière. Pareil, ici, je vous ai représenté uniquement celles qui concernent un peu notre thématique de ce jour, à savoir, il anime des réunions de concertation et des collectifs de travail d'acteurs de la gestion des milieux aquatiques. Donc, on retrouve bien ici ce volet d'animation, y compris de sensibilisation, puisque je sais pour l'avoir repéré que certains techniciens rivières interviennent aussi dans les écoles, les lycées, les collèges, pour sensibiliser aussi aux problématiques de protection et préservation des milieux. On en arrive au référentiel de compétences. Je vous présente un peu ce travail d'ingénierie parce que je pense que c'est aussi intéressant pour vous de voir comment est-ce qu'on construit nos formations. Donc, le nouveau référentiel qu'on sort donc pour la rentrée prochaine comporte 4 blocs comme c'était déjà d'avant. On a remodulé un peu et réinsisté sur ce 4e bloc qui est d'animer des actions de concertation et de sensibilisation avec deux compétences un peu différenciées, une fonction d'aide à la décision auprès des élus et l'aspect vraiment animé des réunions. À partir de ce référentiel de compétences, donc on voit effectivement la dimension socio-territoriale que j'ai représentée ici, avec un métier qui est au cœur de l'action et donc un technicien rivière qui se retrouve effectivement une cheville en fait entre les partenaires techniques, financiers et tous les usagers. Par rapport à ce référentiel, donc on est en train de travailler pour le mettre en place derrière. On a des méthodes pédagogiques donc on essaye d'adapter au contenu, à savoir une équipe formateur de 4-5 formateurs. On a intégré déjà depuis plusieurs années des techniciens rivières qui sont en poste, qui sont donc font ça en plus de leur travail, soit par des vacations, soit qui font une journée par-ci par-là. Donc on a 4 techniciens de rivière cette année en vacation et il y en a d'autres auxquels on rend visite, qu'on sollicite. J'ai maintenant un grand réseau de techniciens rivière qui sont aussi maîtres de stage et qui du coup ont un rôle vraiment prépondérant sur la formation. Donc des cours en salle, j'allais dire traditionnels, mais on a beaucoup travaillé aussi, on essaye de développer cette dynamique de groupe, de travail en groupe avec quelques animations et jeux de rôle pour intégrer aussi ce volet conscient. Voilà, donc beaucoup d'intervenants extérieurs qui présentent un peu tous les acteurs de la formation. Les stagiaires ont un stage de 12 semaines donc, qui se fait en plusieurs volets, toujours dans la même structure, suivi par un technicien rivière. Et donc, on leur demande là, de construire un prix, si possible, le plus complet possible entre l'état des lieux diagnostiques et, quand ils le peuvent, aller à la rencontre des élus, des techniciens, des propriétaires riverains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Tous les stages ne le permettent pas toujours. Ce qui fait que cette année, on s'est lancé aussi dans un projet tutoré où, pendant les heures de formation, Technicien Rivière a accepté de travailler avec nous et de faire plancher donc les stagiaires sur un projet concret. Là, c'était un pont qui était inondé régulièrement dans un petit village. Et donc, on s'est confronté avec les élus, on a rencontré le maire, différents propriétaires riverains. Et donc, on s'est vraiment lancé dans une action de concertation pendant la formation. Ça a été donc très apprécié par les stagiaires qui nous mettent dans le concret. Excusez-moi, Patricia, il faut que je vous demande de conclure. Très bien. J'ai cru que j'étais à 10 minutes. Là, non, je suis déjà à un quart d'heure. Bon, j'ai mal compté alors.
Donc, on a pas mal de partenaires qui interviennent là-dedans. On a parlé de l'association tout à l'heure. Et du coup, juste pour finir, c'était de dire que cet ancrage territorial avait permis aussi au niveau local de développer un projet. En fait, on a parlé de sciences participatives qui va se créer au sein de l'établissement en lien avec le syndicat mixte à Douramont pour effectivement amener les stagiaires et aussi en lien avec les lycéens à participer à un projet de concertation territoriale. Voilà. Donc, j'avais mis aussi une insertion qui était plutôt très satisfaisante ces dernières années. L'an dernier, sur 15 stagiaires financés région, il y en a 12 qui sont en poste aujourd'hui. Et donc, j'avais mis quelques retours d'anciens stagiaires avec effectivement relevé vraiment une vigilance. J'ai fait les retours, les visites de stage hier et avant-hier. Effectivement, beaucoup témoignent de ce rôle prépondérant d'animation et de rencontre sur le terrain avec les élus. J'avais notamment cette petite phrase, attention, réunion publique, où les gens n'osent pas forcément parler et on se rend compte que finalement, l'essentiel du dialogue se joue bien en amont de ces grandes réunions. Voilà, donc une formation qui insère des personnes et qui se pose encore beaucoup de questions sur tous ces outils de concertation et ce métier. Merci. Excusez-moi si j'ai dépassé. Non, 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 je vous en prie, on vous écoutait avec beaucoup, beaucoup d'intérêt aussi. C'est pour ça que moi-même, j'ai pas vu le temps passer sur différents points. Hein. Moi, notamment sur le niveau de formation aussi à la sortie dont vous parliez entre Bac+2, Bac+3, Master, et finalement les dénominations qu'il y a derrière. Parce que sur la nomenclature du CNFP, non, du référentiel métier du CNFPT, je crois. Oui, c'est ça qui fait. Eh bien, on trouve tous les termes de technicien rivière, chargé de milieu mission aquatique, chef de projet rivière et quelques autres aussi. Alors que dans les faits, ça peut être différent. C'est pas la même fonction qui peut être donnée à des techniciens rivières ou à des chargés de mission milieu aquatique. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne les présentations, au moins les 3 premières. Je crois que c'est ça qu'on avait prévu. Et puis qu'on prenne l'ensemble des questions après, si ça vous convient à tous. Bon, merci. Dans ce cas, je ne sais plus qui était le second sur le diaporama. Je crois que c'était Romain Lambray. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, Romain. Moi, je n'ai pas de support à vous présenter, mais... On n'avait pas demandé de support spécialement. Comme on était parti sur un format d'échange, ça nous convient très bien. Alors, peut-être que dans un premier temps, je vais commencer par me présenter pour que vous situiez un petit peu d'où je vous parle. J'ai un parcours professionnel qui m'a fait travailler pendant plus de 20 ans dans un conservatoire d'espaces naturels. Je ne sais pas si vous connaissez ces structures qui ont pour vocation, une mission de connaître, gérer et valoriser des milieux naturels remarquables. Et donc, j'ai exercé la double casquette de coordinateur technique, de maîtrise d'œuvre et des travaux de gestion sur les sites naturels gérés par ce conservatoire, en l'occurrence de nombreuses zones humides majoritairement. Et j'avais également comme mission l'animation territoriale, l'appui auprès de mes collègues pour renforcer l'appropriation locale, la participation et travailler sur les perceptions aussi des milieux naturels par les acteurs locaux, bien différentes de la perception que peut en avoir un expert écologue, par exemple. À ce titre, je suis aussi formé de différentes manières. J'ai à la fois une licence professionnelle en aménagement paysager et en gestion et management de chantier, mais également un master 2 en sociologie appliquée, plutôt spécialisé en sociologie de l'environnement. En 2014, donc de 1994 à 2014, j'ai travaillé au Conservatoire d'espaces naturels de la région Rhône-Alpes. Et ensuite, j'ai été à mon compte en tant que travailleur indépendant. Je répondais à des appels d'offres et j'ai fait beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de collectivités
pour la mise en œuvre de processus de concertation et de dialogue territorial autour de la mise en œuvre de projets environnementaux, que ce soit en lien avec la restauration de cours d'eau, l'aménagement de sites naturels pour la fréquentation, concilier des usages divers et variés, médiation de conflits d'usage aussi parfois. Et en 2019, j'ai donc été approché par la maison familiale et rurale de Anse, la Petite Dompierre, que je vais maintenant vous présenter, et qui m'a donc proposé d'intégrer l'équipe pour intervenir à différents niveaux dans les formations proposées. La maison familiale et rurale est une association, une structure associative avec un conseil d'administration constitué de parents d'élèves qui dispense une formation bac professionnel en formation initiale, gestion des milieux naturels et de la faune, une formation en 3 ans qui repose donc sur une pédagogie de l'alternance où les jeunes apprenants sont une partie du temps en cours à la maison familiale et rurale et l'autre partie du temps en stage en insertion professionnelle. En parallèle, cette maison familiale et rurale propose de la formation continue qui s'adresse donc cette fois à un public adulte. Et c'est là où on touche le sujet qui nous intéresse. Il y a donc depuis plus d'une dizaine d'années une formation aux techniques du génie végétal pour notamment lutter contre l'érosion et en particulier la gestion des cours d'eau. Cette formation aux techniques du génie végétal va bien au-delà des simples réalisations de tressage en bord de cours d'eau, fascines, etc. Elle porte également sur tout l'entretien de l'épicylve, la restauration d'habitats aquatiques, la renaturation, la restauration de la continuité écologique. Donc elle s'est également adapter cette formation-là au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion des milieux aquatiques. Et puis, dans le même cadre que Patricia Lozier, l'AMFR a aussi, avec mon arrivée dans sa structure, entériné une formation dédiée aux techniciens rivières qui vise notamment à former des adultes en formation continue, issus d'horizons très divers, comme dans les Pyrénées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des BTS GPN, parfois des personnes titulaires de master, mais aussi d'autres profils de personnes en reconversion professionnelle qui intègrent cette formation. Cette formation, nous avons souhaité qu'elle réponde aux besoins du monde professionnel et des territoires dans lesquels nous évoluons. Et donc, on a mis en place un comité de pilotage constitué à la fois d'instances privées et de collectivités. Dans les collectivités, on va retrouver des représentants des techniciens rivières, justement, de syndicats de rivières avec lesquels on a l'habitude de travailler. Je précise que nous sommes dans le bassin versant du Rhône, Rhône Méditerranée, et qu'on est au nord de Lyon. Voilà, c'est à côté de Villefranche-sur-Saône, donc au pied du Beaujolais. On a tout un tas de réseaux de cours d'eau qui, je pense, de façon un peu analogue au bassin de l'Adour, subissent des pressions à la fois urbanistiques et agricoles diverses et variées, avec une qualité globale plutôt médiocre dans le département du Rhône. Donc, pas mal à faire. Le comité de pilotage donc, est constitué de professionnels, d'entreprises aussi qui recrutent à la fois des personnels rompus aux techniques du génie végétal et des personnels en capacité de monter des projets de restauration, diagnostic des cours d'eau et de restauration des cours d'eau. Donc on a des entreprises du territoire assez importantes qui figurent, des entreprises privées qui figurent dans le comité de pilotage.
On a le Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes, qui est un acteur important de la gestion des milieux aquatiques sur la région Rhône-Alpes. Et on a, cette association a été citée, l'association Rivière Rhône-Alpes, qui figure également dans notre comité de pilotage. L'association Rivière Rhône-Alpes est une véritable tête de réseau, une sorte de tableau de bord de tout ce qui se passe au niveau du bassin versant dans les différents syndicats mixtes et collectivités qui gèrent de près ou de loin les masses d'eau. Donc c'est un acteur très intéressant qui relaye beaucoup de choses, des formations, des webinaires, des journées techniques, etc. Donc on a également un référentiel de formation que j'ai moi-même fini de compléter, mais je dirais en m'appuyant également sur mon expérience professionnelle et sur mon réseau. Un référentiel de formation qui totalise 250 heures, c'est sur une année, 250 heures de cours au sein de la MFR pour les apprenants adultes et 29 semaines de stage dans des syndicats mixtes, la plupart du temps, pour les futurs techniciens rivières. On a bien évidemment, non pas des blocs, nous on les a appelés, mais on retrouve à peu près les mêmes choses, des blocs de modules d'enseignement professionnel qui visent à conduire et réaliser des diagnostics de milieux aquatiques à différents niveaux. Également sur de la méthodologie de plan de gestion, document de gestion, à proprement parler. On a un module qui vise à apporter de la méthodologie pour notamment aboutir à la construction d'un dossier réglementaire type loi sur l'eau. Bien évidemment, on intègre toute la partie cartographie via l'outil QGIS notamment. On a un module législation de l'environnement. On aborde toute la question du code des marchés publics et des coûts de chantier. Savoir construire un document de consultation des entreprises, mais aussi savoir y répondre. Donc on joue tour à tour les deux rôles. Hygiène et prévention de la sécurité sur les chantiers. Et pour finir, un module de 30 heures qui porte sur les techniques de médiation et de communication. Techniques de communication et de communication, ça repose sur les principes de diagnostic des acteurs locaux, diagnostic de territoire. On est dans les principes, je dirais, du dialogue territorial, où on commence par faire l'état des lieux des besoins des différents types d'acteurs en présence des différents types d'usagers, propriétaires, etc. Les identifier, et puis faire une sorte de diagnostic qui va permettre de recueillir l'ensemble des besoins et des enjeux pour parvenir sur un processus de concertation, parvenir à une vision commune et partagée des enjeux de territoire et aboutir à un plan d'action qui lui-même sera partagé. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes, évidemment. On l'a dit, ça reste les politiques qui, en définitive, décideront. Moi, j'ai pu constater que dans certains syndicats, il y avait une parfaite collaboration entre strates politiques et strates techniques, et même un climat de confiance qui permettait de travailler de façon sereine, mais ce n'est pas systématique. Il y a aussi des syndicats où le poids politique est très important, et les enjeux par rapport à l'eau peuvent parfois conduire à ce que des situations s'enlisent complètement. Voilà. Donc, ce module, la technique de médiation et de communication, il va traiter de la communication. De quoi on parle exactement, avec beaucoup d'immersion, de ce qu'on pourrait appeler des projets tutorés. On se frotte vraiment à la réalité de terrain. C'est de l'écoute active, c'est aller faire des diagnostics en marchant avec des acteurs locaux, pour donner des coups de main comme ça à des projets qui sont en cours d'élaboration sur des territoires avec lesquels on a des partenariats, projets de captage prioritaire par exemple, et
création de zones tampons, de projets de modification de pratiques agricoles, etc. Donc, c'est comment on monte un processus de concertation, comment on identifie les acteurs clés, comment on met en place la gouvernance dans ce dispositif-là, en s'appuyant sur des outils bon, qui valent ce qu'ils valent. Hein. Moi, je propose, je ne sais pas si vous connaissez la grille de Ronald Mitchell avec la définition des acteurs. On revient sur des définitions qui sont fondamentales, mais qu'est-ce qu'on entend par concertation? Qu'est-ce qu'on entend par consultation? Qu'est-ce que l'information? Qu'est-ce que la négociation, etc. Des points qui sont très importants, mais derrière lesquels il y a beaucoup de confusion. Des mots valises un petit peu qu'il est important de repréciser pour parler de la même chose. On va travailler sur ensuite, là on est sur l'ingénierie du processus de concertation, puis on va aller après dans l'animation en tant que telle, en se mettant dans des situations un peu fictives, mais d'animation de réunions un peu conflictuelles, de comment négocier un accord, etc., faire de la sensibilisation. Et revenir sur le rôle fondamental de l'eau au sein des territoires et comment on est sur un objet éminemment politique et complexe, quoi, avant d'être un objet que technique. Voilà, c'était le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a, je pense, compris qu'aujourd'hui, les leviers d'action n'étaient pas que techniques. Il y a évidemment la GEMAPI et la notion de protection des inondations qui prend souvent le pas sur la GEMA, mais il y a aussi des dimensions patrimoniales et de perception qui sont très importantes. Merci Romain pour ces précisions. J'ai ajouté dans le chat le lien pour la petite Gontière. J'aurais pu le faire auparavant pour le CFPPA de Haute-Pyrénées, mais Patricia l'avait indiqué dans son diaporama. Je crois que vous avez aussi un lien vers un blog ou une page dédiée à vos activités autour de Nagam, peut-être. Alors ça c'est oui, parce que moi je poursuis malgré tout une activité en indépendant, mais sur un micro temps. Donc oui, ça c'est mon activité indépendamment de D'accord. Dans ce cas, je ne mets pas ça. Et je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Stéphane Rodriguez, pardon, puisque à la différence de Philippe Boud, on prononce le S de Rodriguez. On a échangé là-dessus ce matin avec Stéphane, qui charge une présentation, je crois. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend là. Je viens de vous donner la main pour partager normalement votre écran. Okay. Ça doit être jouable. Je commence. Super. On baisse un peu le son parce que le micro de Romain était pas très fonctionnel, mais on vous entendait quand même, Romain, en montant le son. Alors, je vais essayer. Ah, et merci d'avoir mis l'association des deux berges aussi. J'étais pas certain d'avoir bien compris. Je le vois dans le chat aussi. Deux mains de berge, voilà. Ah, si vous allez-y, Stéphane. Ouais, on voit l'écran, ouais. Vous voyez l'écran. J'essaie de passer quand même en mode diaporama. Non, ça fonctionne pas. Non, on voit toujours ça. Si les diapos sont pas trop petites, c'est lisible. Hein. Ok, bon, bah, ça devrait être lisible. Alors j'avance. Donc merci de me donner l'opportunité de présenter cette filière ingénierie des milieux aquatiques de l'école d'ingénieurs Polytech Tours. J'ai un PowerPoint très long, donc je vais essayer de faire sauter quelques diapos, mais évidemment le PowerPoint sera disponible à ceux que ça intéresse. Alors tout d'abord, je vais commencer par un historique de la formation. Puisque finalement il traduit bien les débats qu'on a déjà entendus ce matin, je trouve. La formation, la filière ingénierie des milieux aquatiques, en fait découle d'une formation bien plus ancienne qui s'appelait la MST IMACOF à l'époque, ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux, qui était une formation à Bac+4. Et cette formation à Bac+4, elle avait pour vocation de créer ou du moins de dispenser des enseignements à des personnes qui deviendraient des techniciens, plutôt techniciens sup, dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, d'eau douce en particulier. Finalement, si on reprend l'historique, cette formation, elle a
commencé, je dirais, dans les années 90, et puis elle a subi une longue maturation qui l'a amenée vers une formation ingénieur qui a débuté finalement en 2014. Alors vous voyez, il y a eu différents stades, hein. On est passé par des stades de MST, de DUS, également de master en sciences de l'eau, et puis on a opté finalement pour la spécialité ingénieur dans les années 2014-2015. En fait, ça traduit bien cette évolution, ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec une augmentation de la prise de conscience par les personnes qui dispensaient cette formation, du rôle et de l'importance justement des sciences humaines et sociales, et on va dire de tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire tous les jeux d'acteurs et de conflits potentiels qu'on a essayé de prendre en compte dans cette nouvelle mouture de la formation. Alors, les objectifs et les ambitions de ce diplôme ingénieur, c'est de former des ingénieurs pour comprendre les 3 dimensions qui nous intéressent ici des écosystèmes aquatiques, dimension physique, je reviens sur ce que disait Alain Kraft tout à l'heure, les dimensions biologiques et les dimensions humaines, puisque gérer ou restaurer un système finalement de bassin versant et de cours d'eau associés, eh bien, va nécessairement finalement avoir des répercussions sur ces 3 composantes-là. Proposer des solutions adaptées et innovantes, réalistes et soutenables. L'idée ici, c'est de finalement bien reposer et bien asseoir cette formation sur ses liens avec la recherche, avec les enseignants-chercheurs qui sont présents à Polytech Tours. Maîtriser la technicité pour encadrer les équipes qui gèrent et restaurent les hydrosystèmes et les bassins versants. C'est peut-être ça l'évolution principale entre, je dirais, l'ancien diplôme et le nouveau, c'est que on maîtrise la technicité, mais on ne va pas devenir pour autant technicien. Je veux dire par là que très souvent nos étudiants ont l'impression qu'on a abandonné une partie de notre bagage technique dans la nouvelle mouture pour laisser place justement à un peu plus de sciences humaines et sociales. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alors, je suis désolé, normalement il y a des animations, bon, nécessairement vous ne les voyez pas ici, mais on est parti des besoins professionnels et du cadre réglementaire, un petit peu à l'instar de ce qui a été dit par les 2 intervenants précédents, et puis on a identifié des thématiques, et au regard de ces thématiques, on a mis à jour des compétences, donc de la même façon hein, que ce qui était évoqué tout à l'heure par Patricia, et puis ces compétences, en fait, eh bien, sont finalement les leviers sur lesquels on se repose pour assurer l'insertion professionnelle de nos étudiants. Le profil de nos étudiants, c'est un profil généraliste des milieux aquatiques continentaux, avec, je disais, je vais revenir dessus, mais le triptyque sciences humaines et sociales, sciences abiotiques et sciences biologiques. Alors, les compétences et les métiers ciblés. Alors, je reviens sur ce que j'évoquais tout de suite. Hein. Donc, je dirais l'ADN de l'ingénieur DAE IMA. Alors, DAE, c'est département aménagement et environnement de Polytech Tours. Donc, les sciences abiotiques, les sciences biotiques et la société. Tout ça repose sur une équipe pédagogique, en fait, qui est coloré milieu aquatique, et puis également qui est renforcé par 3 PAST. Alors ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Les PAST sont des professeurs associés, en fait, sont des professionnels qui interviennent dans la formation, mais pas sous la forme de vacation, mais sous la forme, je dirais, contractuelle, puisqu'ils ont un contrat avec l'université pour augmenter la professionnalisation, on va dire, de nos étudiants. Cet aspect-là est renforcé par des professionnels extérieurs à hauteur à peu près de 350 heures sur les 2 dernières années du cycle ingénieur, c'est-à-dire les années 4 et 5, pour évidemment permettre à nos étudiants d'être vraiment directement opérationnels, on va dire, dès lors qu'ils vont sortir de notre formation. Alors, finalement, cette formation IMA, elle part du diagnostic de terrain et puis elle fait appel à différentes compétences. Alors ici, j'ai pas mis
en évidence le lien avec les SHS, mais plutôt le lien avec la technicité. Donc on passe sur des aspects de diagnostic, puis sur des aspects plutôt d'expertise qui peuvent se faire, comme on le voit ici, au laboratoire, sur des indicateurs environnementaux, ce genre de choses. Et puis on va utiliser d'autres leviers pour justement arriver au niveau du projet et des propositions un petit peu concrètes qui sont des leviers de modélisation. Alors évidemment, SIG, modélisation numérique, ici on voit un exemple de modèle numérique hydraulique et sédimentaire, et jusqu'au l'aboutissement finalement, c'est le dimensionnement et le chiffrage de solutions, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc les métiers ciblés, ce sont des métiers au niveau ingénieur sur tout ce qui va concerner les études eau ou les profils, on va dire, chargés de mission environnement eau. Tout ce qui va intégrer les projets de restauration, les préventions d'inondation, les hydrauliques urbaines, l'hydraulique urbaine et fluviale, alors plus fluviale qu'urbaine. On a essayé de se démarquer des autres écoles d'ingénieurs aussi, comme par exemple l'ENGES, sur un aspect plutôt, je dirais, intégrateur à l'échelle du bassin versant, plus qu'une hyper spécialisation dans certains domaines. Et ça nous, oui, je rebondis là-dessus en disant que notre intégration, on va dire, au département aménagement et environnement d'université de Tours, enfin de Polytech Tours, c'est vraiment un apport très important pour ça, parce que on côtoie finalement des collègues qui sont plutôt des urbanistes et des aménageurs et qui sont vraiment bien ancrés dans tout ce qui est la dynamique du projet, du conflit d'acteurs, du jeu d'usage, etc. Et ça, je pense que ça a donné une coloration assez intéressante à ce diplôme depuis notre intégration dans cette structure. Alors, ça c'est peut-être un petit peu buvable, donc je vais le faire très simplement sur la formation telle qu'elle est dispensée. Je rappelle que notre filière est une filière d'un diplôme qui est le diplôme spécialité génie de l'aménagement et de l'environnement. Donc c'est la filière qui est concernée ici, ingénierie des milieux aquatiques. Mais ce qui est intéressant de savoir ici, de voir ici, c'est qu'on a un tronc commun justement qui lie cette filière urbanisme et ingénierie territoriale à notre filière ingénierie des milieux aquatiques. Donc dans ce tronc commun, on va retrouver justement les problématiques que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent aller jusqu'à la sociologie des espaces habités. Et puis on a un autre tronc commun avec les autres départements de Polytech Tours, et les autres spécialités de Polytech Tours, qui sont des spécialités dans différents domaines, informatique, mécanique et système, génie électrique et électronique. Et dans justement ce tronc commun, on va retrouver des choses très variées, comme l'épistémologie, des cours assez généraux sur le développement durable, pour donner un socle commun finalement à tous ces étudiants de l'école d'ingénieurs Polytech Tours. Alors il y a des jalons importants évidemment dans cette formation. Sans entrer trop dans le détail, vous voyez les stages, une obligation de mobilité, c'est-à-dire qu'on trouve très bien que nos étudiants partent à l'étranger justement pour travailler sur d'autres projets de restauration et voir d'autres jeux d'acteurs. Ça, c'est très enrichissant pour eux. Donc, c'est une obligation. Pour être diplômé de Polytech Tours, il faut valider une mobilité à l'étranger d'au moins 12 semaines. Et un TOEIC, c'est-à-dire un niveau d'anglais à 785. On pourra revenir là-dessus pendant les questions. Alors, bon, sans rentrer dans le détail du programme, puisque ça peut être un peu lourd, et vous le retrouverez sur Internet, j'ai essayé de rendre les choses assez simples ici. Tout ce qui est en bleu apparaît finalement comme étant plutôt rattaché aux sciences humaines et sociales. En vert, c'est les côtés plutôt techniques. Et puis, en couleur saumon, c'est ce que je qualifierais de mixte, c'est-à-dire que ce sont des UE qui font appel aux aspects techniques, mais également aux aspects, je dirais, plutôt SHS. Donc ça, c'est pour la première année. Donc la première année est une année commune entre les étudiants d'urbanisme et d'aménagement et les étudiants d'ingénierie des milieux aquatiques. Et puis, la spécialisation se fait à partir du semestre 7, c'est-à-dire du premier semestre de l'année 4, avec un renforcement ici en vert des aspects qui vont concerner les
discipline un petit peu technique, je dirais. Et puis, toujours cette présence des sciences humaines et sociales avec, par exemple, ce qu'on appelle les SHEJS, les sciences humaines, économiques, juridiques et sociales, qui sont en fait communes à l'échelle de Polytech, comme je l'évoquais tout à l'heure. Encore des UE ici qui sont présentés de façon plutôt mixte et qui viennent donner justement, enfin confronter un petit peu cette vision technique à la vision jeu d'acteur, par exemple, sur un chantier école, enfin sur un bassin versant. On a un excellent exemple ici qui est cette UE que j'ai appelé chantier école, où on confie aux étudiants un projet. Ce projet, il part du diagnostic, j'en reparlerai tout à l'heure, et il va jusqu'à des propositions chiffrées et qui intègrent justement un volet enquête SHS pour bien voir les jeux d'acteurs et les conflits d'usage potentiels sur le territoire sur lequel on travaille. L'année 5, alors l'année 5, eh bien, elle est occupée pour une grande partie par un stage à l'étranger ou en France d'ailleurs, excusez-moi, mais un stage au second semestre. Et puis, on va retrouver les SHEJS que j'évoquais tout à l'heure, des disciplines un petit peu plus techniques, avec des ouvertures vers l'international. Vous voyez des UE qui sont données en anglais, enfin qui sont dispensées en anglais, qui font intervenir des collègues étrangers, entre autres. Et puis également, ce qu'on appelle un projet de fin d'études. Ça, c'est, je dirais, le lien avec les enseignants-chercheurs, un lien préférentiel avec les enseignants-chercheurs, puisque c'est un projet de recherche qui est confié à chaque étudiant pour, je dirais, ouvrir un petit peu l'esprit de nos étudiants à ces disciplines que sont les disciplines de recherche, et pour penser un peu autrement que, je dirais, dans l'opérationnel et l'application directe de ce qu'ils apprennent en cours. Alors, il y a une vidéo que vous trouverez sur Internet, que je n'ai pas le temps de lire ici, mais on pourra peut-être la mettre dans le fil de discussion. Il y a un lien qui me semble-t-il, finalement, résume bien ce que je viens de vous présenter ici. Alors, il y a quelques moments forts dans cette formation. Je passe très vite. Alors ça, vous pouvez pas le voir puisqu'il n'y a pas d'animation, c'est vraiment ballot. C'est une petite animation justement sur vous avez fait des erreurs sur un projet. En fait, je reprends le chantier école que j'évoquais tout à l'heure. On part du bassin versant jusqu'au cours d'eau. On établit un diagnostic, des enquêtes pour lever les conflits d'usage potentiels que j'évoquais tout à l'heure. On formule des propositions d'aménagement et de gestion. On va jusqu'au chiffrage et à la faisabilité. Et ça s'applique en 2 temps, en 4e année, au premier semestre sur toute la partie bassin versant et au second semestre sur la partie plutôt cours d'eau. Les deux exercices étant évidemment imbriqués, je dirais, géographiquement et pédagogiquement. Et in fine, ça permet à certains étudiants de proposer des solutions qui peuvent être aménagées, qui peuvent être présentées sous la forme de petits films, comme on le voit ici. Je rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps. Hop. La mobilité, je vous en ai parlé tout à l'heure. La mobilité, elle s'opère soit via un semestre à l'étranger, soit via des stages à l'étranger également. Les stages, ça je passe, c'est pas très intéressant. Et l'insertion professionnelle, très rapidement, pour vous montrer un petit peu, finalement, alors cette formation elle est assez récente, hein, entre les premiers sortis, ils sont sortis en 2017, donc on a 51 réponses. On voit que la grande majorité des étudiants sont effectivement trouvent une insertion professionnelle plutôt dans le domaine de l'ingénierie et du niveau chargé de mission. On a un technicien ou deux techniciens qui ont été formés sur les personnes qui nous ont répondu évidemment, et puis quelques reprises d'études qui peuvent parfois, je termine, quelques reprises d'études qui peuvent parfois correspondre à des thèses en fait. Plutôt des poursuites d'études que des reprises d'études. Et enfin, le type de structure, principalement des bureaux d'études, des collectivités, et puis quelques personnes dans des laboratoires. Ici, vous avez quelques exemples de structures qui ont embauché nos étudiants. Et puis, évidemment, ce que l'on fait pour essayer d'aider nos étudiants à trouver du travail, on se repose beaucoup sur le réseau des anciens, IMACOF et IMA que j'ai évoqué tout à l'heure, une part importante de professionnels dans la formation, des actions de communication, on organise des conférences d'anciens étudiants, donc ça c'est très bien puisque les étudiants qui ont été formés chez nous reviennent avec des problématiques qui sont effectivement, qui peuvent être sur
sur les conflits d'usage, les jeux d'acteurs, etc. sur les bassins versants. Donc ça, c'est très enrichissant pour nos étudiants actuels. Et puis, des liens assez intimes, je dirais, avec certaines associations ou des pôles de compétitivité. Voilà, j'ai terminé, j'ai dépassé d'1 minute, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ah non, 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 je vous en prie, on a pris du retard de toute façon, mais chaque fois je me laisse absorber par vos échanges, et puis 1 minute, là, c'est vraiment très raisonnable. Moi, j'ai notamment noté qu'il y avait des cours d'épistémologie. Je trouve que c'est une très bonne chose pour réfléchir à comment on construit la science et la technique aussi. Et puis, j'ai noté tout à la fin là, des liens intimes avec des associations et des institutions. Je trouvais ça rigolo comme terme, mais on a tout à fait compris. Je vous propose que malgré tout on enchaîne parce que finalement c'est vraiment des approches assez différentes qu'on a avec le CFPPA, le travail plus différent en tout cas de Romain qui représentait quand même la MFR La Petite Gontière mais qui montrait aussi son approche et son parcours, et puis là quelque chose d'autre encore avec la formation IMA, j'ai le terme de IMACOF moi aussi que j'avais gardé en tête et je m'en excuse, mais je crois que c'est celui-ci que mobilisaient les techniciens rivières qui m'ont dit il faudrait aussi que tu t'adresses à l'IMACOF, parce que donc, eux, ils avaient dû peut-être passer par là. Et donc, je vous propose d'écouter maintenant Luc Aquilina, qui va encore présenter un autre niveau, finalement, de formation autour des sciences de l'eau. Je te laisse ta parole, Luc. Et il faut que tu mettes ton micro. Voilà, là j'ai mis mon micro, donc c'est bon, vous voyez la formation également? C'est bien. Ok, bon, merci beaucoup, et merci de m'avoir invité. Je me suis régalé à écouter toute la discussion, puisque ça fait aussi partie des choses sur lesquelles je travaille. Donc je vais essayer de passer assez rapidement sur les formations de l'Université de Rennes. Je ne vais pas rentrer dans le contenu des formations et plus m'interroger sur comment est-ce qu'elles évoluent par rapport aux discussions qu'il y a eu ce matin. Donc, juste 2 mots tout d'abord sur le fait que ces formations sont dispensées, sont gérées par l'Observatoire de Rennes, qui est une structure un petit peu particulière. C'est une composante de l'université, c'est-à-dire c'est une fac comme la fac de droit ou celle de médecine, mais qui a la particularité d'avoir également une fonction de recherche et d'observation. Et à ce titre-là, elle est non seulement portée par Rennes 1, mais également par le CNRS et l'Université de Rennes 2. Et vous voyez qu'elle associe également des unités de l'INRAE AgroCampus. Donc voilà, c'est une structure un petit peu particulière et qui du coup s'intéresse de façon assez globale donc, aux questions d'environnement, donc depuis la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, la société et la biosphère, et ce qui donne une certaine lisibilité. Donc voilà, c'était juste un petit mot sur cette structure. Et je vais donc rapidement présenter d'une part la licence environnement et le master sciences de l'eau. Et je dirais 2 mots des pistes de réflexion que nous avons actuellement à l'échelle du site rennais. Alors, tout d'abord, la licence, donc c'est bon, les diapos, elles défilent également pour vous. C'est bon, Luc, ouais. Visiblement, ok, tout à fait. Alors, donc, cette licence, elle a un objectif d'aller plutôt vers une double compétence, c'est-à-dire à la fois l'écologie des milieux naturels et puis les questions d'environnement. Donc, un petit peu plus précisément, on retrouve dans cette licence la question donc, de la restauration des rivières, la gestion des milieux, leur protection, et également donc des volets qui sont plus autour donc de la gestion des sols, des pollutions, de l'eau, des risques, et puis des solutions alternatives. Donc, c'est une licence qui reste relativement généraliste au départ, mais voilà, qui essaie de focaliser sur ces aspects-là et où on essaie d'attirer des étudiants qui aiment les aspects terrain, les milieux naturels, et puis travailler avec des interlocuteurs de terrain. Alors, dans cette licence qui reste pour l'instant, je disais, assez généraliste et quand même assez focalisée sur des aspects
des compétences techniques, je dirais, on est progressivement en train d'insérer des compétences non seulement sur les connaissances des milieux, donc la caractérisation des milieux, hein, donc les faunes, les flores, le sol, le sous-sol, l'eau, mais aussi une manière d'observer ces milieux, de comprendre leur évolution et donc quelles sont les influences, et donc d'aller un petit peu plus vers qu'est-ce que c'est qu'un problème environnemental, comment est-ce qu'on s'y insère, quel est le rôle des différentes personnes. Et donc, on va aller davantage vers des compétences transversales et une approche plus sciences humaines et sociales. Donc, dans une licence qui, au départ, voilà, est quand même une licence, entre guillemets, relativement classique dans son approche. Donc, c'est la façon dont on essaie de le transformer. 2 mots également donc, sur le Master Sciences de l'eau de Rennes. Donc, ce master, juste avant de le décrire, c'est un master donc, qui a une vocation à la fois à poursuivre vers la recherche, hein, aujourd'hui à peu près 20% des étudiants, mais donc surtout une vocation pratique. Et donc, on a à peu près 1/3 des étudiants qui viennent de licences professionnelles, comme celles qui ont été présentées tout à l'heure. Et voilà, donc des étudiants qui continuent après leur licence au niveau du master. Donc, c'est un master donc, qui est une construction collective, hein, donc majoritairement portée par Rennes 1, mais avec Agrocampus Ouest qui a cofondé ce master il y a presque une quinzaine d'années, l'INSA qui nous a rejoint, l'École normale supérieure de Rennes qui participe un petit peu, et actuellement, on est donc pour la prochaine habilitation en train de travailler avec l'École des hautes études en santé publique pour développer tout un volet sur environnement et santé publique. Donc, le master, voilà, il est dans la continuité de la licence, hein, donc il est très centré sur l'amont, hein, donc ce n'est pas tellement un master dans lequel on va trouver, par exemple, les questions de traitement des eaux, hein, on est plutôt sur la gestion des milieux naturels et de leurs ressources, à la fois biodiversité, eau et sol. Et donc, en termes de compétences, puisqu'on est rentré dans le master, hein, dans une logique compétences, on essaie de construire non seulement sur des questions disciplinaires, mais aussi vraiment sur des approches, hein, en termes de compétences. Donc, il y a tout d'abord une partie qui est sur un certain nombre d'approches, je dirais, scientifiques, hein, sur une rigueur de synthèse, d'observation, quantification, avec une volonté pluridisciplinaire du fonctionnement des écosystèmes. Hein, c'est une des spécialités de ce master. On y voit à la fois des aspects physiques, biologiques et chimiques, et également tous les aspects donc, de gestion. Donc, des compétences autour de la maîtrise des approches de données et de terrain, donc beaucoup de cas d'études. Et puis également, ce qu'on cherche à mettre en œuvre, c'est développer l'autonomie, la créativité des étudiants et leur faire comprendre que c'est aussi ça qu'ils apprennent à travers leur formation et être capables de le revendiquer et de mieux le défendre. Donc voilà, le master, hein, je l'ai dit, il est très centré sur l'écologie des écosystèmes terrestres et aquatiques, sur les transferts d'eau et donc sur la gestion des ressources qui, derrière, amène un certain nombre d'approches dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et donc, il y a toute une équipe assez large derrière ce master pour pouvoir mettre ça en œuvre. Alors, 2 mots, donc, non pas sur les contenus, mais sur la logique du master. Vous voyez à droite, vous avez un certain nombre de métiers, en fait, qui sont les métiers, on a fait tout un travail là-dessus, qui répondent à la fois à des demandes, qui répondent aussi à ce que tout notre réseau des anciens étudiants réalise aujourd'hui. Et donc, le master, vous voyez, est structuré à gauche depuis un certain nombre de fondamentaux, d'applications, d'outils dont on équipe les étudiants, notamment en Master 1, puis en Master 2, une certaine spécialisation
autour de grands domaines pour déboucher vers ces métiers. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit le master, depuis les métiers vers les différentes compétences. Donc, sachant que voilà, on essaie au fur et à mesure que ces compétences deviennent de plus en plus transversales et de plus en plus lisibles dans la formation. Donc, voilà, je ne vais pas être plus long sur le master, et juste pour insister sur le fait que donc, dans la nouvelle habilitation, on essaie de donner de plus en plus de place à des approches projets et à la dimension de gestion de la ressource. Donc, le fait de savoir travailler avec différents acteurs, de pratiquer donc de la mutualisation des savoirs. Donc, toutes les choses qui ont été discutées ce matin, voilà, on essaie également donc, de les rendre nettement plus présentes dans les formations. Et comme l'a souligné Patricia Lauzier, ce n'est pas toujours évident par rapport au référentiel, mais c'est néanmoins ce qu'on cherche à mettre en place. Et dernière chose donc, je vais présenter en 2 mots, qui n'appartient pas à l'université Rennes 1, mais à une démarche qui est portée par l'ensemble des établissements de Rennes, qui est donc un programme qui est piloté à la fois par la Maison des sciences de l'homme de Bretagne et par l'Observatoire de Rennes, donc qui s'appelle Intelligence environnementale. Et donc, dans ce programme, on cherche à travailler sur donc, les questions de développement durable, de responsabilité sociétale, à la fois sur des aspects recherche et formation. Donc, sur la formation, on a travaillé donc collectivement sur un label qui s'appelle Ambassadeur des transitions, dont l'objectif est de mettre en valeur l'engagement de l'étudiant. Donc, c'est quelque chose qui se fait plutôt à côté donc de la licence ou du master, qui est reconnu, mais qui vise avant tout à ce que l'étudiant s'investisse dans son master, dans l'université, dans des associations, construise un projet et mène une démarche de réflexion sur ce projet et sur les compétences qu'il a mobilisées et comment ces compétences-là, ça le rend par la suite capable de mettre en œuvre des transitions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire donc, de façon transversale aux différents établissements. Et de la même manière, on est en train de réfléchir sur comment est-ce que les masters pourraient créer des ponts entre eux pour créer notamment des doubles diplômes avec un objectif de former des acteurs et des concepteurs des transitions en s'appuyant sur les bases disciplinaires et en mobilisant les différentes compétences transversales dont on a besoin pour construire cette transition. Donc voilà, c'est une démarche qu'on est en train d'essayer de mettre en place, qui va à la fois s'appuyer sur l'existant pour essayer de mettre en œuvre donc, des choses qui puissent être transversales à l'échelle du site. Voilà, donc ça s'appuie notamment sur l'idée de coupler à la fois des compétences sur les données, sur les modèles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce que derrière un modèle, il n'y a pas que le modèle numérique, il y a vraiment toute l'idée de conceptualiser, de prédire, de construire des scénarios qui sont des outils de dialogue, et donc la société, c'est-à-dire justement comment est-ce qu'on produit ensemble des connaissances, comment est-ce qu'on les partage, comment est-ce qu'on les discute, et comment est-ce que ça devient des outils de co-construction de solutions donc durables et partagées. Voilà, donc ce sont ces compétences-là qu'on va essayer de construire et de mobiliser à l'échelle du site à partir des démarches qui sont déjà engagées dans les masters comme celui que j'ai présenté. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas rentrer dans le détail des formations, je peux mettre les descriptions des sites web sur lesquels vous pourrez vous reporter, mais voilà, c'était plus pour alimenter un petit peu la réflexion. Oui, puis c'était important pour nous, finalement, je me rends compte que c'était très cohérent, toutes ces différentes échelles, et puis tu as fini par le projet Unir et des formations davantage interdisciplinaires encore, donc je vois vraiment une cohérence dans tout ça. Merci à tous les 4 de vos présentations, merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter, c'est pas toujours facile en visio, c'est pour ça que je vous remercie.
Est-ce que on continue maintenant avec le dernier temps autour d'échanges et débats autour de ces formations? Je veux essayer de ne pas Philippe, moi je dis volontiers, parce qu'après je vais devoir m'absenter, donc si on peut échanger un petit peu maintenant, si ça convient à tout le monde, ça peut être parfait. D'accord. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour le reste du programme. C'est la fin, c'était ces présentations, et puis enfin, à la fin c'était un temps d'échange à partir de vos présentations. Souvent il faut quelques minutes pour qu'on digère. Mais je vois que Laetitia Citeaux propose une question. Laetitia. Oui, donc merci pour ces présentations. Ça permet de voir un peu le contenu des formations, surtout que quand on a des recrutements à faire, et on va en avoir d'autres encore, donc c'est toujours intéressant. Alors moi, je me pose une question, c'est c'est par rapport aux 2 premières formations, c'est un peu le questionnement que j'ai sur le métier de technicien rivière et qu'est-ce qu'on peut leur demander. À un niveau bac+2, bac+3. J'ai l'impression qu'on veut tout mettre dans ces formations et dans ces métiers de technicien rivière. Et malheureusement, moi, je suis confrontée à ça. Le métier de technicien rivière, à la base, initialement, c'est quand même un métier de terrain et on veut y mettre. Donc, j'ai vu des modules de gestionnaire, etc. Pour ça, il y a des gens pour ça, en fait. Et je pense que parfois, ces modules-là, c'est un peu au détriment du module technique où il faut peut-être recentrer un peu les missions de technicien rivière. En tout cas, à un niveau, quand on demande un niveau bac+2, bac+3, actuellement avec des projets de restauration très complexes, etc., qui demandent une technicité pour permettre aux techniciens rivière, de préparer comme il faut ces projets et avoir toute la technicité nécessaire pour y arriver, quoi. Et il y a des fonctions support pour les aider à ça, en animation de projet, en gestionnaire, élaboration de programme. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Alors, je me trompe peut-être, mais… Je peux rajouter quelque chose du coup? Alors, Patricia et Romain, de toute façon, vous êtes sollicités sur les deux. Peut-être Romain, parce que vous vouliez poser une question supplémentaire, je crois. Non, mais finalement, ça va dans le même sens de ce qui est dit. Pour un même intitulé de poste, une même ambition, qu'on soit à niveau bac+2 et niveau ingénieur, finalement, avec des curseurs dans les domaines de compétences, mais on a les mêmes ambitions. Et très concrètement, pour avoir discuté avec de nombreux techniciens de rivière, le niveau de compétences plus, mais sur des missions identiques en début de carrière comme en fin de carrière, c'est justement les années d'expérience sur le terrain, 10, 15, 20 ans parfois d'expérience, pour certains techniciens que je peux connaître, et qui aujourd'hui pourraient certainement, par la validation des acquis professionnels, prétendre à un niveau master ou un niveau ingénieur, mais qui au départ sont rentrés en fonction avec l'équivalent d'un niveau bac, avec une très bonne connaissance de terrain. Mais c'est vrai que ça peut poser problème parce que quand on parle de technicien rivière, on se rend compte que ça intègre une palette de compétences assez incroyable et qui ne cesse d'évoluer. Donc, est-ce qu'on doit vraiment toujours donner le même nom de métier à finalement des niveaux de compétences parfois ou de spécialisation très très différents? Je pense que peut-être il y a 2 choses là-dedans parce qu'effectivement, il y a une multiplicité finalement de métiers sous une dénomination commune. Par rapport à ce que posait comme question Laetitia, le travail en fait que j'ai réalisé, c'est de creuser les fiches de poste. En fait, nos formations, elles reposent sur le marché du travail, clairement. Et effectivement, les 3 dernières promotions, donc avec ce nouveau référentiel, ils ont bien été recrutés et ils fonctionnent. Et donc, je pense qu'effectivement, quand on regarde les fiches de poste chargées
chargé de mission, c'est Bac+5, mais technicien de rivière dans des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens j'allais dire, de se payer un ingénieur. C'est un peu brut, mais des petites structures qui ne peuvent pas fonctionner non plus avec forcément beaucoup de recrutement, font qu'on a encore certains techniciens de rivière qui ont cette casquette, ces différentes casquettes de commencer à aller sur le terrain et d'aller jusqu'à monter le dossier d'autorisation, le dossier loi sur l'eau, etc. Donc, en fait, c'est cette réalité de terrain qui fait qu'aujourd'hui, on sort effectivement des techniciens de rivière à Bac+2 et qu'on a augmenté en fait aussi dans le parcours ce volet de pouvoir appliquer quand même la réglementation. Donc, dans le référentiel qu'on construit en ce moment, effectivement, on fait bien le distinguo avec participe ou participe au document à l'élaboration du plan de gestion et en lien avec, si le poste a un chargé de mission, en lien avec le chargé de mission. Mais j'ai parfaitement conscience, et on y travaille depuis ces 3 dernières années, que notre formation se situe vraiment à cette limite, en fait, hein, de ne pas former des chargés de mission et de niveau ingénieur. Mais la réalité de terrain fait qu'on a bien des postes où ces techniciens sont amenés à intervenir aussi dans l'aspect réglementaire. Et du coup, ça répond à une demande. Mais peut-être que c'est amené effectivement à se distinguer en 2, voire 3 métiers différents. Ça, je pense effectivement qu'il y a toute une réflexion en cours à ce niveau-là. Mais justement, oui, effectivement, on était dans ces petits territoires, enfin avant, hein, où le technicien rivière, il est chargé effectivement de bien d'autres missions. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, mais en tout cas, ça bouge beaucoup sur le bassin de Rennes. Et on est sur le montage de grosses structures. Et du coup, il y a une perte de repères hein, aussi. Enfin, c'est vraiment pas évident aussi aux techniciens rivières de se repositionner sur. Il avait l'habitude de tout mener de A à Z et là, on découpe un peu les choses, les missions, parce qu'on est sur des projets de grande ampleur, qui demandent beaucoup de temps de concertation, de mise en musique des différents acteurs, des différents métiers. Et du coup, pour pas que ça soit au détriment de l'élaboration du projet de restauration en lui-même, on est obligé de découper un peu ces choses-là. Et donc, effectivement, nous, on est passé un peu à une autre phase. Alors, est-ce qu'on a raison, pas raison, j'en sais rien, mais du coup, ça questionne beaucoup le métier des techniciens et le bagage qu'il avait auparavant aussi, hein, parce que souvent, c'était sur des anciennes formations. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Et après, on a aussi, dans l'autre sens, le technicien de rivière, on a un diplôme qui émerge là, qui est ouvrier du génie écologique et qui donc, lui, va s'emparer peut-être, Romain Lamberet pourrait parler de ça aussi, puisqu'il a cette expérience de génie végétal et où là, on va avoir un technicien de rivière qui sera peut-être conducteur de travaux ou chef d'équipe avec alors, dans le cas où certains syndicats possèdent des régies aussi, là aussi, il y a un fonctionnement différent d'une structure à l'autre. Et donc, le technicien de rivière aurait plus fait l'intermédiaire finalement entre le chargé de mission qui conduit les dossiers plus administratifs et les acteurs de terrain, les ouvriers du génie écologique, entre autres. Et donc, on voit qu'il peut y avoir aussi cette charnière entre le chargé de mission et l'homme de terrain. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment cette évolution du métier. On passe un petit peu d'un métier artisanal où on gérait un petit peu tout de A à Z vers des projets beaucoup plus complexes où il faut des niveaux de compétences parfois très importants. Moi, je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur les offres d'emploi actuellement sur le site de l'association Rivière-Rhône-Alpes. Il y a des syndicats de rivière qui recrutent tout autant sur le savoir-être que sur les compétences techniques. Et moi, il y a une formulation qui m'a interpellé et amusé dans 2 offres de 2 syndicats différents pour des postes de technicien rivière. On a dans savoir-être sens de la débrouillardise. Et ça, je trouve ça assez
Ça suffit pas forcément. significatif, ça suffit pas forcément, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, et pour avoir discuté avec des techniciens un peu anciens dans leur métier, qu'au départ, c'était surtout ça, quoi. Avoir une certaine humilité par rapport au milieu naturel, l'observer et puis ajuster au cas par cas. Ces techniciens en poste depuis de nombreuses années décrivent aussi l'approche trop ingénierie qui manque de réalisme parfois par rapport aux cas très particuliers de terrain et qui aurait tendance à généraliser certains schèmes d'ingénierie duplicables de façon indiscernée, quelle que soit la typologie du cours d'eau. Donc, il y a également ces dimensions-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est marrant, c'est exactement le débat qu'on a actuellement au sein du syndicat. Mais il ne faut pas oublier que, d'où l'intérêt d'avoir cette collaboration avec la recherche. En fait, c'est constamment un aller-retour entre l'expertise, les savoirs locaux, et on retourne à l'expertise pour vérifier. Voilà, je pense qu'il y a pas une dualité entre les savoir-faire au niveau ingénierie et les savoir-faire au niveau technicien, quoi. Je pense que dans ces syndicats qui se sont regroupés, qui sont des structures beaucoup plus grosses qu'il y a 20 ans, il y a effectivement, je pense, une palette et une complémentarité entre ces différentes formations, entre ces différentes approches. Et pour moi, il y aura quand même si alors, je ne sais plus comment il faut l'appeler, si c'est technicien de rivière, mais le chargé de mission, chargé d'études, qui porte en fait ce lien avec la recherche et ce savoir fin scientifique qui va d'ailleurs de la connaissance des sols à l'hydrologie, à l'hydromorphologie, enfin qui du coup couvre des palettes déjà de savoir très importantes, mais il y a aussi cette articulation avec le terrain et avec des équipes, alors ou bien des entreprises de travaux ou des travaux en régie, mais du coup peut-être, je situerai peut-être à l'avenir ce technicien de rivière un peu voilà, en charnière entre ces deux volets, dans des structures qui peuvent se permettre d'avoir plusieurs postes. Et du coup, voilà, en fait, nos formations reposent sur cette analyse de comment fonctionnent les syndicats pour pouvoir effectivement répondre à ces demandes. Peut-être pour compléter par une dimension supplémentaire presque encore qui est attendue des techniciens rivières, c'est le dialogue avec leurs collègues de l'agriculture et du bocage. Enfin, nous, en Bretagne, ça ressort énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle de plus en plus à des politiques environnementales intégrées avec une prise en compte vraiment transversale de tous ces enjeux-là. Et donc, j'en parle là parce que du coup, tout récemment, la région Bretagne avec l'Agence de l'eau et la TBVB, donc l'Association des techniciens bassin versant breton qu'on a évoqué tout à l'heure, se sont rassemblés pour organiser des formations transversales, milieu aquatique, bocage, agriculture, proposées aux techniciens justement de tous ces univers-là. Et ça rajoute encore, j'allais dire, une compétence peut-être, enfin, qui fait partie de ces compétences de gestion de projet, de vision globale, mais qui est quand même une capacité aussi à intégrer des problématiques agricoles, même s'ils ne les portent pas, agricoles et bocage pour des techniciens milieu aquatique dans leur projet, donc qui rajoute aussi cet élément-là. Je pense que ça participe de la complexité de ce métier aussi, quoi. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi ce système complexe des métiers aujourd'hui où peut-être qu'on cherche à globaliser sous une même dénomination, mais que je pense que la réforme de la formation professionnelle vient un peu là-dessus, à savoir des compétences. Et après, au milieu de ces compétences, les postes sont tous un peu différents. Et pour visiter beaucoup de techniciens rivières lors des stages, je me dis qu'il y a autant de façons de vivre ce métier que de bassins versants. Les cours d'eau sont différents. Les politiques aussi, les élus ne sont pas impliqués de la même manière. L'implantation au territoire est différente. Et moi, je trouve vraiment qu'il n'y a pas un métier, mais il y a des compétences au départ, le bagage que le stagiaire ou l'étudiant, tout dépend comment on l'appelle, se construit. Et après, selon les offres d'emploi, on a effectivement des choses qui peuvent être très variées d'un endroit à l'autre.
Oui, je pense, sur ce point-là, je pense que les formations, donc, comme le master que j'ai présenté, et d'autres formations sur Rennes du même niveau, il y a tout un travail de réflexion à mener aussi sur la formation continue, sur le fait que ce niveau de formation-là peut être aussi accessible pour des gens qui ont un bagage et effectivement qui ont acquis déjà énormément sur le terrain. Et une des pistes de réflexion du projet intelligence environnementale que je présentais tout à l'heure, c'est justement d'essayer de développer une année qui soit une année de spécialisation, on va dire, pour les étudiants qui sortent de master, mais aussi une année qui soit accessible en formation continue et qui soit avant tout une année basée sur un travail sur projet et sur comment est-ce qu'on construit une concertation, comment est-ce qu'on co-construit un projet avec des acteurs de terrain, voilà, toutes ces choses-là qui sont particulièrement compliquées à mettre en œuvre et où les techniciens de rivière ont justement une expérience et beaucoup de choses à apporter. Donc voilà, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, en termes de formation continue, peut être aussi très intéressant. Alors, je m'excuse, j'ai été interrompu, mais je veux rebondir sur ce que dit Luc Aquilina. Effectivement, c'est très important, mais on relève aussi du champ décisionnel et du pouvoir des élus qui, là aussi, dans la mise en œuvre de ces processus-là, doivent être, entre guillemets, formés. La formation des techniciens, elle est importante. La formation des élus en matière de concertation et de, finalement, allons-y, mais de démocratie participative, elle doit être aussi intégrée parce que finalement, la posture est complètement différente entre animer un projet, animer une concertation autour d'un projet et jouer un rôle de technicien où on doit atteindre, on a des objectifs et on doit obtenir des résultats. L'animateur d'un processus de concertation, lui, il est là pour garantir les moyens du dialogue. Il n'est pas forcément là pour obtenir des résultats et ça peut faire émerger souvent des choses et faire prendre au projet parfois des directions qui ne sont pas celles qui étaient imaginées au départ, qui peuvent perturber les décideurs, notamment les élus. Et je pense que ça, pour en avoir discuté avec un certain nombre de techniciens, ils voudraient bien, mais de toute façon, derrière, il y a aussi les élus qui décident et qui souhaitent avoir des résultats assez rapidement pour des bilans, voilà, pour cette fameuse temporalité électorale parfois, qui n'est pas compatible avec le temps long d'un processus de concertation. Donc les former, c'est bien, c'est sûr, mais ils vont après se confronter à certaines réalités de rapport au pouvoir, de rapport de force avec les élus, qui, dans certains cas, n'est pas du tout évident. Et j'ai créé un blanc. Non, non, on réfléchit tous, je crois, parce que ce débat nous questionne tous à notre niveau. Quand moi j'interviens donc dans la partie mise en œuvre d'un processus de concertation, j'insiste beaucoup sur le cadre dans lequel doit se dérouler, le cadre transparent et les rôles de chaque instance finalement de concertation, qui va prendre les décisions, qui va amener les projets, qui va co-construire, etc. Et j'insiste vraiment sur ce que je disais, ces différences entre quand est-ce que je concerte et qu'est-ce que ça veut dire quand est-ce que je consulte. Je demande juste un avis, je ne suis pas obligé d'en tenir compte. Il y a plein d'exemples dans l'actualité pour illustrer toutes les frustrations qu'il peut y avoir quand on dit concerter et que finalement on ne fait que consulter. Voilà, il y a eu 150 propositions pour le climat, voilà, on voit ce que ça peut donner, et toute cette frustration, cette incompréhension avec ce problème de cadre au départ. Est-ce que les décideurs
sont réellement formés à ce qu'on entend derrière la concertation, ce que ça implique, et les possibilités de dévier quelque peu de l'objectif qu'on s'était fixé. Il est midi 20. On voulait se garder, on voulait finir à l'heure, parce que midi et demi, c'est déjà un peu tard. Je ne sais pas comment organiser la conclusion. Ce serait à moi de la faire, peut-être. Mais c'est un débat sur la conclusion. Peut-être que je vais vous soumettre, moi, les pistes que j'ai, et puis on peut faire une conclusion collaborative. Ce que je garde en tête, c'est de continuer à créer des lieux d'échange et de discussion sur ces thèmes. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais quand même, qu'ils ne soient pas uniquement sur les dimensions techniques du rôle des techniciens rivières, que ce soit comme on l'a fait ce matin finalement pour... il aurait fallu que ce soit plus un partage d'expérience comme dans les ateliers Morpheus ou comme la D2B qu'a mentionné Patricia Lausier, demain les deux berges, je crois, ou sur les formations, etc. Ça me semble important. On a une première piste finalement avec l'appel à projet participatif qu'a mentionné aussi, qu'a mis Florence Massa dans le chat. Ce dont on vient de dire aussi, là, ça m'évoque qu'on a peu abordé la question des élus. Et c'est vrai que moi-même, dans mon projet Morpheus, j'ai peu rencontré d'élus. On en a rencontré, mais bon, parce qu'on a mis les techniciens rivières au cœur aussi du projet. Mais ça revient souvent. Et pour commencer à mieux connaître la casquette d'élus, je me rends compte que ça doit être intéressant aussi. D'autant plus qu'avec la nouvelle structuration maintenant, enfin les nouvelles appartenances des techniciens rivières et des chargés de mission de milieu aquatique, les élus il y a peut-être plus d'échanges, ou en tout cas les échanges sont différents ou ont évolué, et ça, je trouverais ça vraiment intéressant aussi de questionner ça. Et enfin, on a abordé aussi cette différenciation, cette difficulté de parler du technicien de rivière comme quelque chose d'homogène, alors que finalement, j'ai beaucoup aimé la phrase de Patricia Lausier, il y a autant de façons de vivre ce métier qu'il y a de cours d'eau. Celle-là, je vais la retenir et m'en servir, j'espère, mais je vous citerai. Ou, en tout cas, de manière plus concrète, moi-même, chaque fois quand je parle de technicien rivière, je vois bien que je suis pas à l'aise avec ce terme. Et je vois bien que dans le référentiel métier, il y a, et que je reconsulte à chaque fois parce que j'ai l'impression que je me trompe, mais non, à chaque fois, je lis bien la même fiche métier. Et c'est technicien rivière, chargé de mission milieu aquatique, je sais plus, chef de projet rivière, etc., etc. Et là, de vous écouter à nouveau parler des formations, on a bien vu qu'il y avait différentes finalités finalement. Je ne sais pas trop quoi en penser, c'est une conclusion, donc finalement je devrais poser des questions, laisser des pistes ouvertes, mais de voir que ce métier a évolué aussi, les structures de rattachement des techniciens rivières ont évolué aussi, et cette évolution, disons, et cette différenciation en interne des techniciens rivières, je trouve que c'est un point aussi important à interroger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres points ou des réactions? Oui, pardon. Excuse-moi, Patricia, j'avais pas entendu ta remarque sur les différentes facettes du métier. Je partage tout à fait, et je pense que d'une collectivité à une autre, ce qu'on attendra d'un technicien sera en lien avec l'organisation de la collectivité, les dynamiques du territoire, et c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'il n'y a pas un métier type technicien rivière, mais bien des métiers technicien rivière avec certainement une polyvalence, un tronc commun, mais après des domaines d'expertise plus ou moins poussés en fonction des contextes territoriaux. Moi, je dirais juste que je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener, effectivement, sur peut-être la notion de responsabilité, parce que ça, c'est quand même important. Quand on forme un technicien, on ne forme pas non plus un cadre supérieur.
en termes de responsabilité, je pense que la limite, elle est peut-être là aussi, c'est-à-dire que dans ces structures, dans cette complexification aussi de la réglementation par rapport à il y a 20 ans, avec une grosse étape il y a une dizaine d'années, c'est que peut-être effectivement chacun a sa place mais doit y rester, c'est-à-dire que les chargés de mission de niveau Bac+5 ont une certaine responsabilité aussi, le technicien de rivière plus intégré et plus servant de repère aussi aux élus et comme devant être là pour expliquer, dialoguer, concerter et un troisième niveau qui est ceux des ouvriers de génie écologique ou issus du monde du bûcheronnage qui appliquent sur le terrain. Mais vous voyez, ce n'est pas très très clair, mais je pense qu'il y a vraiment une redéfinition quand même peut-être qui va être en cours avec des nouveaux métiers émergents qui vont sans doute peut-être, enfin, risquent bien d'apparaître dans les années à venir, je pense. Je pense qu'il y a une compétence très très particulière aussi qui relève de la protection et de la prévention des inondations. Après avoir échangé avec l'association Rivière-Rhône-Alpes, la gestion des digues en particulier relève d'une compétence toute spéciale, toute spécifique. Tout à fait, le volet PI ou autre. Ouais. Pardon, j'ai pas entendu. Le volet PI ajoute encore une autre dimension très complexe et qui relève aussi de formation et voire d'un métier encore différent. À mon sens, beaucoup plus du génie civil que de la gestion des milieux aquatiques, dans certains cas. Je vais rester silence. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Vous n'étiez pas encore... Sur le volet CRECEB, je me permets juste parce que du coup, le CRECEB, on est une structure passeur en fait de connaissances et on se positionne vraiment comme une interface entre le milieu de la recherche et le milieu des gestionnaires de l'eau au sens large. Donc du coup, on a à cœur d'essayer d'identifier en fonction de public à qui on s'adresse, quelle est la meilleure manière d'accompagner notamment le milieu de la recherche pour communiquer qui auprès d'un animateur de bassin versant, qui auprès d'un technicien rivière justement et on voit que là, ça m'a particulièrement intéressé de voir l'apport des sciences sociales aussi pour proposer des grilles de lecture de tout ça, qui nous aident, nous aussi, à identifier les interlocuteurs et les gens avec qui on peut échanger, et aussi à mieux faire remonter, parce que ça marche dans les deux sens, à mieux faire remonter au milieu de la recherche les besoins spécifiques à chacun de ces métiers, ou plutôt pas à ces métiers, mais à l'exercice de ces métiers, quoi, ce que ça exige sur le territoire, sur le terrain. Donc voilà, moi je retiens cet aspect très riche aussi, ce regard-là qu'ont apporté les sciences sociales et le projet Morpheus en particulier, mais tout l'ensemble de l'échange de la matinée, qui nous, du point de vue de ce rôle d'interface qu'on joue au CRECEB, est aussi riche d'enseignements, quoi. En matière d'apport sciences sociales, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse a également en son sein quelques compétences en sociologie, en anthropologie, et ont développé pas mal de programmes qui sont accessibles depuis leur site internet pour voir finalement quel était le rôle social joué par les cours d'eau. Donc ça va bien au-delà des aspects techniques et de la connectivité des cours d'eau. Ils ont une approche tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Moi, j'avais une question d'ordre un peu pratique, finalement. Je sais d'expérience que ce genre de temps d'échange est toujours très intéressant. On est content, sur le moment, ça crée une émulation. Et puis dans 2 jours, on sera tous à nouveau le nez dans le guidon sur nos projets respectifs, avec nos contraintes. Et qu'est-ce qui va se passer là Est-ce que le soufflet retombe? Qui finalement, parce qu'il va falloir une locomotive, un pilote de projet, quelles seront les suites? Est-ce que c'est juste voilà, quelque chose qu'on fait comme ça pour dire coucou, on est là, on existe, ou est-ce qu'il y a derrière une poursuite de quelque chose? C'est une bonne question. Il y avait une double vocation. Il y avait quand même parlé de la finalisation du projet de Morpheus, donc c'était effectivement une clôture plutôt qu'un nouveau départ.
Ensuite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, tous les éléments, malgré tout, ils nous alimentent, donc ils nous transforment. Et même si dans 2 jours, même si on n'y pense plus, on sera de toute façon, on aura quand même acquis chacun individuellement des éléments à partir de cette journée, sans vouloir exagérer mon propos. Le troisième point, je vous ai annoncé qu'il y avait des fiches outils du projet Morpheus, alors que c'est un des éléments, mais je pense qu'en plus de l'envoi des fiches à chacun des personnes qui se sont inscrites, chacune des personnes inscrites, on pourra aussi remettre soit les présentations, soit les liens, soit un mot sur cette journée, pour qu'on se remémore cette journée et qu'on puisse, pourquoi pas, approfondir ou trouver d'autres pistes, etc. Ensuite, ce que j'entends, c'est notamment la place du CRECEP qui cherche à se positionner, ou les interrogations sur les sciences humaines et sociales. Là-dessus, c'est plus flou, Romain, je dois vous l'accorder. Mais pourquoi pas, j'ai mentionné plusieurs fois cet appel à projet de la région. Voilà, c'est aussi un début de réseau d'interconnaissance et chacun peut se servir peut saisir la balle au vol. Voilà, et l'ensemble étant de toute façon initialement au début pour cette journée. Non, j'allais dire que c'était majoritairement au service des techniciens rivières, mais je crois pas. Je crois que c'était au service de tout le monde, qu'on a tous appris des choses et que c'était déjà un point important. Ouais, pour compléter sur un volet très pratico-pratique, effectivement, côté CRECEP, très concrètement, pour cette année 2021, là, on n'a pas de perspective spécifique de poursuite de ces travaux. Je peux juste ajouter que c'est quand même un fil rouge, hein. Le CRECEP existe depuis 2011. Les questions autour de la gestion des travaux de restauration des cours d'eau, il y a plusieurs productions qui ont été faites et que vous pourrez retrouver sur le site. Donc, ça revient régulièrement. Après, nous, on est une équipe d'animation de 4 personnes aussi, donc on a un roulement un petit peu dans les thématiques qu'on investit. Mais là, on avait l'opportunité, donc, comme l'a dit Philippe, de mettre un point final et de valoriser aussi ce qui s'est fait dans ce projet-là. Il a été évoqué le projet Berceau tout à l'heure par Alain Crave. C'est un projet qui comporte beaucoup de facettes. Il y a plusieurs volets et qui porte globalement sur le suivi des opérations de restauration des cours d'eau. Et donc, on aura l'occasion de reparler de ce projet-là qui se finalise dans l'année aussi. Voilà, donc ça, c'est les perspectives très concrètes. Après, sur ce volet relations entre sciences sociales et tous ces projets-là et réflexion plus de fond sur l'évolution des formations. Là, sur la partie vraiment purement formation, on est un peu hors champ, nous, au CRECEP, mais c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, en tant que interface, on peut encore être mobilisable par les différents acteurs pour pouvoir construire des journées d'échange comme ça. C'est tout à fait des possibilités qui peuvent s'envisager en échange aussi avec les initiatives du côté de l'Université de Rennes 1, mentionnées par Luc Aquilina. On a aussi des choses à continuer au niveau des réflexions de ce côté-là, quoi. Voilà. Du coup, et dernière question, et après je devrais vous abandonner. Est-il possible d'avoir une sorte d'acte de cette matinée, une sorte de conclusion, ou ça sera juste mise à disposition de la vidéo et des enregistrements qui ont été faits? Et par ailleurs, est-il possible d'avoir la liste et les coordonnées de tous les participants, pour nous laisser éventuellement les uns les autres la possibilité de recontacter telle ou telle structure? Je ne sais pas si on a demandé en fait cette autorisation, donc on va y réfléchir sans vouloir me prononcer. Je dirais bien oui volontiers, bien sûr, mais peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord. Malgré tout, on a tous nos noms à gauche de l'écran, et au début on a proposé de se présenter, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Peut-être qu'on va en reparler entre nous quand même avant de valider ça. Et oui, on va essayer, mais c'est bien, je vois qu'il y a un certain enthousiasme derrière vos remarques, donc on va essayer de faire un peu plus que d'envoyer le lien pour la vidéo. À minima, effectivement, replacer les fiches, replacer peut-être quelques temps importants, et les liens aussi vers les différents intervenants et leurs propositions, ou les sites de formation, etc. Et pourquoi pas vers essayer d'alimenter un peu les conclusions, y compris la sensibilisation des citoyens, comme l'a mentionné Florence dans le chat. Et je pense aussi qu'on peut Philippe,
peut essayer de réfléchir à quelque chose au travers des nombreuses remarques. Je trouve que les échanges dans le chat ont été particulièrement riches. Enfin, il y a eu pas mal de choses, donc il y a peut-être des possibilités de revaloriser tout ça. Faut qu'on en discute, ouais. Y compris aussi, c'est vrai, de valoriser peut-être les dates ou les propositions de chacun, même si on n'est pas tous au même endroit, mais comme l'a fait Florence pour Florence Massa pour la région Bretagne, là avec les formations à milieu aquatique, bocage agricole ou des éléments comme ça. Ça sera une base. Ensuite, qu'est-ce que ça va devenir tout ça, je ne sais pas. Je sais qu'en région Bretagne, ça marche assez bien avec le CRECEB, justement. Mais voilà. Romain. Si on est sur le point de conclure, j'ai le traditionnel petit questionnaire de satisfaction, si on peut dire. Enfin, j'avais juste un mini sondage, mais c'est simplement vous prendre une fraction de seconde en toute fin de réunion. Donc, je ne veux pas écourter la conclusion. Voilà. Non, c'est fini. On a tout dit, là, je pense, et il est temps d'arrêter. Alors, c'est très basique, hein, n'est-ce pas? Mais ça nous permet, nous, d'avoir des petits retours quand même, parce que... Donc, je ne sais pas si Régine... Oui, je suis en train. Je pense qu'en complément, de toute façon, vous pouvez aussi... Par contre, Romain, excuse-moi, mais si je prends la main pour diffuser le sondage, ta diapo disparaît. Je vais les dire à l'oral, c'est pas grave s'il n'y avait pas beaucoup de choix. Désolée. En attendant que ça se mette en place, peut-être qu'on peut dire, c'est déjà mis en place, que vous pouvez aussi écrire directement à Romain Pansard ou au CRECEB, ou à moi, ou peut-être à Florence Pansard, en tant que co-organisateur de la journée, si vous voulez approfondir ou nous poser des questions plus précises. Du coup, voilà, c'est un petit sondage sur le niveau de satisfaction global, hein, simplement par rapport au webinaire. Alors, réponse A, globalement satisfait ou satisfaite de cette matinée. Réponse B, pas d'avis. Et réponse C, vous restez sur votre faim. On voit les résultats en direct. Alors. Vous voyez les résultats? Oui, mais c'est assez rapide en fait. Hein, mais, hop. Ça ne change pas. Ah ouais. Hop. Théoriquement, ça s'affiche en direct, mais là... Alors, c'est parce que les gens sont encore en train de voter, donc du coup, j'attends un tout petit peu. J'ai 15 personnes qui ont voté sur 22. D'accord. Mais ça ne bouge plus. Ah si, ça y est. Ça crée un peu de suspense comme ça à la fin. On allait partir voilà, savoir alors quelle note donnons-nous. C'est pas l'école des fans, mais on est sur quelque chose qui s'en approche. Ça vous incite surtout à nous faire des commentaires, surtout en... Voilà, je sais plus B ou C. Ou... Donc, je publie les résultats. Vous me dites s'ils s'affichent. Non, ça ne se voit pas. Je vois que Stéphane nous remercie, mais merci beaucoup aux différents intervenants et intervenantes, et puis aussi aux auditeurs qui sont encore présents et qui sont restés jusqu'au bout. On voit que la plupart ont donc voté A, et on vous remercie. Et puis, on espère qu'on continuera d'échanger effectivement tous ensemble lors d'autres occasions. Merci encore à Romain Pansard et Florence Massa aussi, qui ont vraiment contribué à l'organisation et la réalisation de cette journée.